Retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous revenons donc au Togo. Prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Le Parlement togolais a prolongé de 12 mois l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, située dans l'extrême nord du Togo, en proie à des incursions de groupes djihadistes depuis novembre 2021. Je commence par vous, Germain. L'état d'urgence est prolongé dans la région des Savanes de 12 mois. Oui, tout à fait. C'est une situation pas du tout agréable pour les populations des savanes, mais je pense qu'elles comprennent la nécessité de prolonger cet état d'urgence. L'état d'urgence, c'est beaucoup de restrictions. On vous empêche d'aller ici, on vous empêche de ne pas faire certaines choses, on vous oblige de ne pas aller dans certains périmètres à certaines heures. Donc, c'est limiter la liberté des gens, c'est changer la vie des gens. Et ça, le gouvernement, pour restreindre toutes ces libertés-là, a besoin de l'accord du Parlement, les députés qui sont nos représentants, et donc ils le donnent encore pour 12 mois. Et donc, ça va être 12 mois de restriction pour les populations qui vivent déjà dans un stress inimaginable, et pour des zones aussi où les personnes vivent dans une situation de peur totale. Il y a eu des déplacés, ceux qui sont là craignent à tout moment, et puis au devant on a nos forces de défense et de sécurité qui ont le devoir donc d'assurer la quiétude dans cette partie du pays. Et l'Assemblée fait bien donc de donner les moyens au gouvernement qui essaie aussi de donner les moyens aux forces de défense et de sécurité. Maintenant, c'est à la population aussi de collaborer pour que cet état d'urgence sécuritaire se déroule sans trop de contraintes, sans trop de souffrances. Il y en a déjà dans cette partie du pays, mais pour que ça soit un peu plus supportable. Et donc, prions Dieu aussi qui nous assiste dans cette situation. On vient de parler de la situation au Burkina qui est totalement incontrôlable. Nous avons encore la chance que cette partie du pays soit un peu contrôlée, qu'elle n'est pas totalement basculée donc, dans le camp des djihadistes, et prions Dieu que ce genre de mesures qui sont en train d'être prises permettent de sécuriser le pays. Mais comme on l'a dit après, si du côté du Burkina, il n'y a pas une organisation qui est mise en place, si entre le Togo et le Burkina, il n'y a pas une bonne coopération, je crois que nos efforts ne vont pas porter intégralement des fruits. Il y aura toujours cette menace-là. Mais depuis quelques semaines, quand même, on assiste à une certaine accalmie. En même temps, on ne va pas dormir sur nos lauriers, et je pense que c'est pour cela que l'Assemblée a voté donc la prorogation de cet état d'urgence, pour dire que le danger est toujours là, la situation est toujours perturbée, elle est délicate, elle est difficile, et donc il faut pouvoir donner les moyens à l'État et aux forces de sécurité de jouer leur rôle. Donc nous espérons que les populations dans les savanes prendront la mesure de la situation. La situation est bien compliquée, très dangereuse, et espérons aussi qu'avec l'aide et l'accompagnement de toutes les institutions qui sont mises en place pour amener les populations à comprendre cet état d'urgence et à coopérer, tout va bien se passer, et que cette lutte collective-là va nous amener à des résultats beaucoup plus satisfaisants et plus pérennes. Nora, les populations des savanes vont devoir encore prendre leur mal à patience et supporter 12 nouveaux mois d'état d'urgence sécuritaire. Ah oui, je pense que le contexte actuel l'oblige, et c'est dans une logique de prévention. Et puis, naturellement, il faudrait sensibiliser la population pour qu'elle comprenne la pertinence de cette nouvelle
prolongation de l'état d'urgence qui déjà est dans sa deuxième année parce que déjà ça a commencé en juin avec espoir qu'on pouvait gérer. On s'est dit 3 mois, le gouvernement s'est dit 3 mois, on a vu que ben non, les tentatives d'attaque des groupes extrémistes ne se sont pas limitées et donc forcément il fallait prendre cette décision-là pour quand même avoir plus de temps de contenir la situation. Et donc, je me dis, forcément, il faudrait qu'on sensibilise beaucoup la population pour qu'elle comprenne la pertinence de cet état d'urgence-là et quelles en réalité les dispositions pratiques. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que ça a manqué à un moment donné. Si on se souvient de la situation malheureuse avec l'histoire des drones et tout ça, on se rappelle que si les communautés sont sensibilisées à ne pas sortir à une heure donnée, je crois que les parents aussi vont veiller à ce que les enfants et tout le reste ne sortent pas. Donc il y a besoin de maximiser sur la communication pour permettre d'abord aux gens de comprendre le bien fondé et de coopérer. Pensez-vous que la communication est un peu défaillante à ce niveau? Pas défaillante. Il y a des choses qui se font, mais je dis juste qu'il faut intensifier. Parce que là où nous sommes, il y a des milieux très reculés qu'on ne maîtrise pas. Et il faut que l'information aille à tous les recoins. En quoi faisant? En apportant l'information par rapport aux heures, on sort à quel moment, on rentre à quel moment. Par exemple, l'interdiction de faire certains rassemblements à des moments donnés. Donc, il faut en fait communiquer pour que les gens n'aient pas l'impression d'être étouffés, n'aient pas l'impression d'être, je dirais, de ne pas être pris en compte ou bien d'avoir l'impression d'être exclu en fait. Non, il y a une situation compliquée qu'il faut gérer et donc on a besoin aussi de cette disposition restrictive malheureusement pour quand même se dire ça nous permet de mieux, je dirais, avoir un maillage sur la zone, c'est-à-dire la région des savanes. Donc il faut communiquer et que les gens comprennent. Des fois on prend les décisions, mais est-ce qu'on s'est assuré que les gens dans les villages ont compris? Peut-être les chefs-lieux, mais est-ce que l'information va dans les voilà. Aujourd'hui, dans la région des savanes, il y a des endroits très très reculés. C'est pas des gens, en fait, tout le monde n'y va pas tout le temps, mais il y a des communautés qui sont là, c'est-à-dire il y a des Togolais qui y vivent, et donc il faut que l'information y arrive. Et de là, la question de la coopération ou de la collaboration ou de la coproduction de la sécurité entre les civils et FDS. Naturellement, ça pourra encore mieux se passer parce que les gens vont comprendre et donc sauront aussi signaler par moment des gens suspects. Parce que oui, c'est pas aussi comme si des gens étaient invisibles, ils passaient. Mais si le citoyen lambda ne sait pas que on est dans une situation où il faut être plus vigilant, peut-être même un extrémiste va passer à côté de lui, il va même pas dénoncer, il va même pas alerter pour qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires. Alors, je vous pose cette question parce que vous êtes du Wanais, vous œuvrez pour la construction de la paix. Est-ce que vous pensez qu'il y a des méthodes spécifiques, des manières typiques de faire dans ces zones-là pour amener les gens à construire ensemble cette paix, à assurer avec les FDS leur sécurité? Est-ce qu'il y a des méthodes spécifiques, des manières atypiques à cette zone-là qu'il faudrait mettre en contribution? Déjà, je me dis, c'est l'information. Il faut l'information, que les communautés sachent qu'on en a pour 12 mois. Ça veut dire de maintenant jusqu'à l'année prochaine. D'abord, ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a plus la liberté habituelle de sortir quand on veut, de revenir quand on veut. Parce qu'il y a une situation complexe à gérer. Et donc, si les gens comprennent, si par exemple un FDS demande à faire le contrôle, puisque dans l'état d'urgence, justement, on peut faire les contrôles de façon inopinée, sans demander votre avis, vous pouvez peut-être être contrôlé plusieurs fois dans le mois, mais que les gens ne soient pas agacés par ces interpellations qui, en réalité, viennent tout simplement aider à savoir qui est là, qui est en fait dans la communauté. Est-ce que c'est les nôtres? Est-ce que c'est des étrangers? Est-ce que c'est des gens des groupes extrémistes? Vous voyez un peu. Donc, il faut que les gens soient informés. Et pour ça, il faut qu'ils aient leur carte avec eux. S'ils n'ont pas de carte, et si on fait un contrôle, tu dis, moi, non, je suis togolais, mais comment on sait? Il faut que tu aies ta carte avec toi, au moins une pièce qui permet qu'on puisse qui facilite en fait le contrôle. Et quand on sait que la plus grande partie de la population n'a pas de pièce d'identité, on fait comment dans ce genre de situation? Alors ça, c'est aussi une question pertinente. Donc ça veut dire que ceux qui auront à gérer l'état d'urgence doivent prendre cet élément en considération. Et donc là, c'est une question que c'est un sujet pertinent que vous soulevez là. Et j'imagine que le CIPLEV, le comité interministériel de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et
les acteurs, c'est-à-dire les FDS dans la zone, vont prendre cet aspect en considération, j'avoue que oui, c'est un grand sujet. Mais naturellement, ce que je dis, si l'information passait, la coopération serait plus facile. Mais si les gens sont surpris de se voir contrôler sans qu'il n'ait eu en amont de l'information, ils peuvent riposter, alors qu'en fait, ils sont tout simplement des Togolais naturels et tout. Et donc, ça peut créer d'autres incidents. Je le dis par mesure préventive. Et puis, à part ça, il y a les sensibilisations qu'il faut faire avec les leaders traditionnels, les femmes, les jeunes. C'est aussi des portes d'entrée pour passer le message. Et aujourd'hui, on sait que les radios communautaires, il y en a. Il faut aussi passer par ces radios communautaires. Et je crois que peut-être c'est le lieu aussi pour les comités locaux mis en place par le CIPLEV de pouvoir intensifier leurs actions de sensibilisation pour que ces 12 mois se passent très bien. Et pour finir, je dirais qu'au-delà de ça, naturellement, il y a besoin aussi de voir les dispositions complémentaires pour aider ces agriculteurs, ces agriculteurs qui, aujourd'hui, ont de la difficulté à rentrer dans leur champ parce qu'il y a la peur et tout. Donc, il y a besoin d'assistance humanitaire pour ces gens qui sont dans ces milieux reculés-là, qui reçoivent, n'oublions pas, le flot de personnes qui viennent du Burkina. Je vois comme les populations des savanes doivent faire face à une prolongation de l'état d'urgence sécuritaire, ce qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale. Vos premières réactions d'abord? Oui, je n'ai pas envie de parler de trop parce que mes deux prédécesseurs ont tout dit déjà, mais je voudrais me prononcer sur les mesures qui doivent accompagner cette prolongation d'état d'urgence sécuritaire. Vous savez, c'est difficile pour quelqu'un qui trouve à peine à manger qu'on lui dise qu'à partir de 18h, en exemple, vous êtes obligé de rentrer chez vous. Vous êtes obligé de vous fermer dans la chambre. Vous êtes obligé de ne pas sortir. C'est très difficile. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le manger? Bien sûr, vous savez, lorsqu'on vous restreint la liberté de sortir, il faut qu'on vous dise quelles sont les mesures qui accompagnent cette restriction. Ça, c'est le b.a.-ba. En d'autres termes, vous voudriez qu'il y ait un accompagnement financier? Forcément, je ne sais pas encore s'il y a déjà parce que à l'annonce donc de cette prolongation de l'état sécuritaire, il faudrait forcément que le gouvernement, en conseil de ministres, fasse sortir un communiqué qui va faire suivre, en tout cas, ces mesures d'accompagnement envers cette zone reculée et qu'on restreint aujourd'hui en termes de liberté. C'est très important, il faut qu'on le mentionne. Si on ne l'a pas fait, je vous mentionne ici des conséquences que je ne souhaite pas. Ces conséquences sont d'ordre de recrutement des personnes affamées, parce que l'extrémisme violent, il est né de ce fait que les personnes qui sont recrutées, la majorité de ces personnes-là, selon les révélations faites, sont constituées des personnes qu'on manipule facilement en termes d'achat, non seulement de conscience, mais aussi de prix, en termes financiers. Alors, lorsque vous faites la restriction de liberté d'agir, de liberté de faire quelque chose à une marge de la population, il faut que vous mettiez en place des systèmes qui leur permettront de pouvoir assurer leur survie. Si cela n'est pas fait, on lui propose simplement, parce qu'il a faim, après s'être caché dans la chambre, parce qu'il est obligé de sortir, parce qu'il y a même à Lomé, je vous l'ai dit, il y a même à Lomé, il y a des marchés qui s'animent que la nuit, appelés communément Zansi. Et donc, dans ces zones, s'il y a forcément, il y en aura forcément, ces marchés, entre parenthèses, n'auront plus lieu. Alors là, le gouvernement a l'obligation de veiller à ce que ces populations reculées, ces populations qui sont victimes de cet état sécuritaire, soient récompensées en termes de mesures d'accompagnement. Si cela n'a pas été fait, je pense que c'est l'idéal de pouvoir rapidement se relancer sur cette scène-là et proposer des mesures très concrètes à ces populations. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire, selon même le recensement général de la population de l'habitat récent de 2020, en tout cas de 2020. Pour 2022, oui. Pour 2022, oui. Qui est sorti en 2023, oui. Vous allez vous rendre compte que la majorité des personnes, des Togolais, vivent en rural. Et donc,
y compris la savane. Ils sont quand même dans les coins les plus reculés et tout. Il faudrait qu'on pense à eux. Et pour qu'on ne puisse pas aujourd'hui assister à des Togolais qui sont recrutés pour, encore une fois, attaquer des Togolais. On ne le souhaite jamais. Il faut des mesures, il faut penser à eux et faire en sorte que, au lieu qu'on fasse simplement des restrictions, il faut aussi que ces restrictions soient suivies forcément de mesures d'accompagnement. Ne serait-ce que peut-être des filets sociaux, je peux le dire ainsi, ne serait-ce que des soutiens mensuels aux personnes les plus reculées, ne serait-ce que des Comme on en a vu au fort de la crise Covid. Bien sûr, ne serait-ce que des prêts spécialement destinés aux personnes les plus vulnérables, ça permettra à ces populations qui sont reculées, dont nous partageons les peines, les douleurs et en tout cas, et nous lançons vraiment cet appel-là pour que le gouvernement puisse penser à eux, parce que ça fait pitié de voir des frères et des sœurs qui sont vraiment anéantis, qui sont quand même, qui ont peur de sortir de chez eux parce qu'ils ont peur d'être attaqués. Germain Pouli, des accompagnements financiers, voilà ce que vient de proposer Joachim Italaké. Oui, non, je crois que le gouvernement a pensé déjà à cela bien avant le problème de terrorisme. Parce oui, que... mais dans ce cadre du oui, mais j'arrive, il y avait déjà les filets sociaux de base, il y avait des transferts monétaires qui étaient faits à, disons, 15 000 tous les 3 mois à certaines familles les plus pauvres du Togo, notamment dans les savanes. Maintenant, ce que le gouvernement fait, c'est pas forcément de distribuer de l'argent dans toute la région des savanes, mais c'est de régler les problèmes de pauvreté dans les savanes. Et donc, c'est pour ça que le programme d'urgence pour la région des savanes a été mis en place. Donc, c'est en fait des réalisations qui devaient être faites sur plusieurs années, qui sont concentrées depuis 2 ans sur les savanes. Et c'est des centaines de milliards qui sont donc injectés. Vous savez, même en ce moment, il y a un recrutement qui est fait dans les savanes pour les centres de santé, mais le recrutement est fait uniquement dans les savanes. Mais cela n'empêche pas qu'on vive la situation que décrit Joachim Italaké. Non, ce qu'il décrit, non, je ne pense pas que ce soit ça les craintes de l'état d'urgence. Bon, l'état d'urgence, on ne va pas vous dire de ne pas ouvrir votre bar, mais on va vous dire de le fermer à telle heure. C'est justement de ça qu'il parle. Oui, j'arrive. Mais ceux qui veulent boire, par exemple, tard la nuit, ils sont obligés de boire à la maison maintenant. C'est ça les restrictions des libertés. On n'est pas à un niveau maintenant. On aura parlé, par exemple, des paysans. Certains ont fui les zones rurales. Par exemple, le ministère de l'Agriculture a même déjà prévu qu'avec cette crise, il peut y avoir une baisse de production agricole. Certains ne peuvent plus retourner dans leur zone. Mais le gouvernement essaie de sécuriser certaines terres. Mais après, on ne va pas obliger des gens à rester sur des terres où ils peuvent être attaqués après. Vous voyez, donc tout ça, c'est des inconvénients. Mais globalement, il y a ces mesures-là au niveau de l'électrification, au niveau de l'eau, au niveau des hôpitaux. Il y a eu plus de... La semaine dernière, il y a eu plus d'une trentaine de centres hospitaliers qui ont été réhabilités là-bas. On cherche à recruter 272 personnes, je pense, pour tout ça. Mais les programmes sont là. Après, je ne sais pas s'il faut donner des moyens à toute la population parce qu'il y a des restrictions, mais ces restrictions-là, c'est pour la sécurité des populations d'abord. Vous avez l'habitude de vous balader le soir, vous ne pourrez plus. C'est vrai que c'est embêtant pour vous, mais je ne pense pas qu'on devrait vous aider, par exemple, financièrement pour pouvoir le faire. Maintenant, pour les couches pauvres, déjà, l'État a compris que la pauvreté facilite les recrutements. Parce que les gens ne travaillent pas, on peut les recruter facilement. Parce que les gens ont faim, on peut les recruter facilement. Et donc, l'État agit sur ce levier-là en essayant de promouvoir l'emploi, en essayant de réhabiliter des infrastructures qui n'existaient pas et qui font que la pauvreté est ambiante. Maintenant, après, c'est vrai que l'idée de distribuer de l'argent peut être une bonne idée, mais elle est déjà faite autrement, seulement pour les familles les plus pauvres
qui reçoivent 15 000 tous les 3 mois, c'est vrai que c'est insuffisant, mais dans ces zones reculées, là, je crois que c'est quand même un plus pour ces populations. Maintenant, c'est une lutte commune et je crois que là où on devrait beaucoup plus demander la compréhension des populations dans cette zone, c'est comment aider le gouvernement et les forces de sécurité à les aider. Parce que on ne peut pas le faire sans les populations. Si on fait une lutte, vous avez vu le drame qui est survenu au départ, la dernière fois qu'il y a eu des drones qui ont été tirés et tout ça, mais on ne peut pas aider les populations sans leur collaboration. Si les gens ne comprennent pas que c'est dans leur intérêt de respecter l'état d'urgence, ça va être compliqué. Maintenant, pour les plus pauvres, l'État fait un peu, peut-être pas suffisamment, peut-être là, a raison un peu, mais après, pour les autres, c'est le prix à payer. Vous voyez, on n'est pas encore à la situation de Burkina où on demande aux gens d'être enrôlés comme volontaires pour aller combattre les terroristes. Mais si les choses s'aggravent, je pense que le Togo sera obligé de le faire. Et nous-mêmes qui sommes ici à Lomé, croyant qu'on est loin de la zone. Peut-être qu'on viendra ramasser les journalistes pour aller sur le front. Oui, même ici déjà, même ici à Lomé, on sera obligé. Donc, vous voyez, prions vraiment que ce qui se passe aujourd'hui soit maîtrisé et que nos compatriotes qui sont vraiment dans cette zone-là, qui subissent déjà beaucoup de souffrances, déjà le fait d'être attaqué, le fait d'être sur ses gardes tout le temps. Quand on est là dans cette zone, on ne sait pas à quel niveau on peut être victime d'une attaque. J'imagine le stress de ces personnes-là. Vivre aujourd'hui dans cette partie du pays est déjà une souffrance, même en dehors des restrictions dont nous parlons. Maintenant, l'idéal, c'est de prier que les gens comprennent ces mesures d'urgence-là, qu'ils y adhèrent malgré les difficultés que ça comporte, pour aider l'État et les forces de défense et de sécurité à mieux aider le pays. Je vois comme Italake, à l'allure où vont les choses dans la région, dans le nord Togo et plus précisément dans la région des savanes, n'est-on pas près de voir s'éterniser cette prolongation de l'état d'urgence sécuritaire? Voilà pourquoi moi je reviens toujours sur des mesures d'accompagnement, parce que on n'est pas à bout de venir tout de suite, on n'est pas tout de suite à même de venir à bout de cette situation, vu comment les choses s'accélèrent. Mais notre souhait à tous, c'est de voir quand même le Togo épargné de toutes ces attaques-là. Mais l'idéal ici, ce sont toujours des mesures. Et encore une fois, il faudrait qu'on y pense toujours. Il faut des cellules de restriction, des cellules de restriction de pensée, des cellules qui vont être constamment en réflexion par rapport à ce qui est en train de se produire dans le pays. Et si possible, faire venir des experts en la matière, s'ils ne s'y trouvent pas sur le continent, faire en sorte que nous puissions donc mener ce combat-là à bout. Parce que lorsque vous vous rendez compte qu'un pays comme le Togo est attaqué au nord et qu'au sud on ne l'est pas, et que en 2 ans, 3 ans, on a ça ici, je pense que c'est ridicule. Il faut forcément que toutes ces mesures-là, nous puissions renforcer, l'État puisse renforcer ces mesures. Mais ceci viendra à bout si réellement nous sommes impliqués, nous, la population. Il faudrait qu'on les aide. Il faudrait qu'on aide les forces de sécurité, comme l'a dit M. Germain. Il faudrait qu'on aide les autorités en place qui sont en train de lutter pour venir à bout de cette crise, sinon de cette crise criminelle. Et faire en sorte qu'on ne puisse pas, encore une fois, tomber dans cet héritage criminel. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler ici, c'est qui est pitoyable dans ces zones où aujourd'hui l'État est obligé, à travers donc le Parlement, de prolonger l'état sécuritaire, c'est que les gens, en réalité, quand on dit on a mis en place un système qui vous permet de ne pas qui vous permet, qui limite votre liberté. Lorsqu'on leur dit ça, ils ne comprennent vraiment pas. La majorité, même je peux dire à 80%, ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit concrètement quand on parle que votre zone est sous
d'urgence sécuritaire. Ils ne comprennent vraiment pas. Maintenant, c'est à l'État de leur expliquer, de leur dire, écoutez, si on dit ça, voilà ce que cela veut dire. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et il faut forcément que l'État accompagne, en tout cas, il faut que l'État accompagne ces populations-là dans cette tâche très, 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 très compliquée à la compréhension. Et si cela n'est pas fait, vous allez vous rendre compte que les gens vivent comme il était. Parce que la majorité de ces personnes, il faut le dire, il ne faut pas cacher la face, vivent sous le seuil de la pauvreté. Ils n'ont pas quand même le minimum vital commun. Et quand on leur dit que leur liberté est restreinte, qu'est-ce qu'ils n'ont jamais vu? Quelqu'un m'a dit un jour, quand quelqu'un lui dit que je vais te montrer, il rit parce qu'il n'y a rien qu'il n'a jamais vu encore sous le soleil. Et donc c'est pour dire qu'il faudrait que ces personnes-là qui sont très loin, qui ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit, qu'on leur explique le bien fondé de cela. Cela permettra quand même de venir à bout et de voir un pays comme le Togo dans la paix, dans la sécurité. Et en tout cas, c'est notre souhait à nous tous. Nora Novieklou, vous parliez tout à l'heure d'une certaine coopération entre les pays du Sud. Vous parliez de l'initiative d'Accra. Est-ce que vous pensez que cela est réellement efficace aujourd'hui quand on sait que tous les pays ont tendance à d'abord se sécuriser eux-mêmes avant de penser aux autres? Vous pensez que cette initiative, sans des apports extérieurs, pourrait être efficace si chacun cherche d'abord à protéger ses frontières? Alors, l'initiative en soi peut être efficace. Je crois que c'est parce que les pays ont vu qu'il y a des limites à l'action individuelle qu'ils ont décidé de mettre ensemble leurs énergies, leurs forces pour créer l'initiative d'Accra. Et récemment, même les chefs d'État étaient on va dire en conclave, où ils ont ressorti des éléments dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de renforcer la dimension sécuritaire, la question sociale, mais de façon synergique. Je crois que c'est là qu'il y a un peu tout souci, parce que l'initiative d'Accra, normalement, chaque pays doit faire des contributions. Mais quand vous analysez, aujourd'hui, ce n'est pas systématique. Et donc, si on veut quelque chose et on sait que ça peut apporter une solution, il va falloir que tous les acteurs impliqués aillent jusqu'au bout de l'action ou de l'initiative. Mais généralement, je crois que beaucoup d'initiatives se créent, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et donc, sans rester dans la logique de processus, on ne peut pas y arriver. En fait, on ne doit pas prendre les choses comme des événements, c'est-à-dire c'est ponctuel, non, c'est des processus. Donc, on commence, on met en œuvre et on va jusqu'au bout. Et on met les moyens, on tire des leçons, on corrige. Donc, c'est aussi des démarches itératives. Ce n'est pas juste une seule action, ça suffit. Non, c'est toute une action, je dirais, multidimensionnelle qui voudrait que chacun puisse mettre de l'énergie jusqu'au bout. Et de là, on peut avoir un résultat. Parlant d'énergie, prenons l'aspect énergie financière. Est-ce que les États ont vraiment cette énergie financière-là? On a vu le G5 Sahel qui avait fait des appels de fonds, mais qui finalement n'a pas eu ce qu'elle espérait. Je pense que le tout est dans la volonté de pouvoir faire face à cette situation. Et quand c'est qu'on n'a pas les moyens, et il faut juste réfléchir à comment on fait pour trouver les moyens. Si les autres arrivent, c'est qu'on peut aussi arriver. Donc, je crois que le tout est dans la stratégie et la volonté de pouvoir se dire qu'en fait, on en a marre. Il faut trouver une solution à cette situation ou à cette crise qui affaiblisse de plus en plus nos pays. Parce qu'au fond, regardez, depuis le Mali au Burkina aujourd'hui, qui peut espérer que le Togo aurait des incursions terroristes? Non. Personne. Mais là, aujourd'hui, c'est une réalité. On ne parle pas juste d'une tentative d'attaque ou de deux. Il y en a plus d'une dizaine, voire une vingtaine. Ça fait peur. Et donc, comme je l'ai dit en amont, si chacun continue à évoluer en solo, on ne va jamais arriver. Il faut une action en synergie. Merci beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Dado Nora Novieklou. Merci Germain Pouli, Germain. Et merci beaucoup, Joa Komitalake également. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce gros de regard croisé. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.